日過，膽似鐵打，骨似精鋼，胸襟百千丈，眼光萬里長，誓奮孤反自強，做好漢，做個好漢子。每天要自強，熱血男子，熱誠紅日光。Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Cinefuzz, une émission spéciale réalisateur consacrée à Tsui Hark. On dit Tsui Hark, je pense que... Choi. Non, c'est Choi. Tarantino, il dit Choi Hark. Choi. Bon bref, le réalisateur... Tsui Hark. réalisateur hongkongais, du coup, très très connu, très explosé dans les années 80-90. On avait parlé de Detective D, de Young Detective D, ou Detective D 2 pour la France qui est sorti récemment. On s'est dit que c'était une bonne occasion de revenir sur ce réalisateur. Le réalisateur ayant fait 47 pardon, et ayant produit une centaine de films, enfin à peu près toute la production hongkongaise des années 90, on s'est dit qu'on allait peut-être réduire un petit peu. Donc on va choisir un peu les films qu'on avait envie d'évoquer, qu'on trouve c'est moitié important, moitié nos chouchous. C'est-à-dire qu'il y a des films, c'est pas forcément le plus important, mais c'est nos chouchous. Et il y a des films, c'est important d'en parler. Quoi. Dommage, Voilà, on voulait faire à la base un podcast de 47 heures avec 1 heure par film. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un peu Il le mériterait. Hein. C'est- Et puis c'est un une peu petite heure en compliqué. plus pour expliquer quand même Son parcours. son parcours. Donc, Tsui Hark, qui est né, je vais vous le dire, En 1951 au Vietnam. non, 1950, Oui, bon, ça- au Vietnam. Ça dépend. Tu viens là. Ah, parce que là il comptait Saigon. le fait qu'il soit dans le ventre de Ça, sa mère. ça rigole. Oui, d'accord. Créé en 1940, Conçu en fait. durant une belle nuit d'été. Non, bref. Bon, un bon viol d'été. Non. Pendant la guerre. Donc, comment dire. Oui, donc, c'est un réalisateur qui est. Bah oui, c'est ça la première question normalement. C'est comment vous avez connu Tsui Hark la première fois, quand vous avez entendu parler de Tsui Hark. C'est quoi le film qui vous a révélé un petit peu cet auteur? Je crois que ça devait être une diffusion télé de Il était une fois en Chine. Une fois en Chine, ils étaient assez connus. Enfin, c'est C'était ça pas avait repassé assez sur marqué. Canal+. Ouais. Ils avaient passé ça avec L'Arme Fatale en fait. La thématique c'était Hong Kong Hollywood, ils avaient passé L'Arme Fatale 4 et ils avaient repassé Ah, ok, Une fois en d'accord, Chine au ok. début des années 2000. Mm. À l'époque- non, je me plante, c'est Le Syndicat du Crime 3. Parce qu'à l'époque, j'étais fan de John Woo. Il y avait les VHS. Voilà, et vu qu'il y avait Le Syndicat du Crime 3 qui était sorti en cassette chez HK, je me suis dit, tiens, c'est pas le même réal. Mais c'était en gros, c'est grâce à HK. Canal+. HK D'accord. Video. Voilà. C'est grâce à Canal+. Merci Parce Canal. que, parce que quand tu vois Double Team qui sort au cinéma, tu fais pas fais gaffe Oui, au réal. tu fais pas gaffe au réal. voilà. Tu dis juste. Oui, tu vois d'autres films. Moi, c'est Mm. comme Jackie Chan. Oui, voilà. J'avais vu Twin Dragon. Voilà, la télévision. Je sais pas Sur- quand. Franchement, j'en fichais du réalisateur. Moi, c'était Il était une fois en Chine. Moi, c'était. Alors, il était une fois en Chine, j'en ai entendu parler. Après, ce que je les ai vus très vite, je me rappelle avoir été au vidéoclub, on en a vu pas mal d'un coup. Enfin, le gros souvenir, quand même, c'était une des gros trucs, hormis les une fois en Chine, c'était quand même la sortie du coffret The Blade d'HK qui m'a pas mal. Qui était le moment où il y avait plein d'éditions DVD de ouf, etc. Et d'un L'âge coup, d'or du DVD. voilà, c'était un peu l'un des sommets de la sortie coffret HK. Quoi. Tu veux une anecdote sur la sortie de ce coffret? Ben oui, maintenant oui, je veux. Bah, c'est moi qui m'en étais occupé à l'époque. Ah oui, d'accord. C'était moi qui avais sorti le film pour la presse. Et J'avais voilà. des journalistes tous les jours qui m'appelaient pour me demander le coffret The Blade parce que j'étais stagiaire à l'époque chez 7 et du coup j'avais géré la sortie. Et du coup, de toi, t'as The eu Blade. un coffret Je te gratos. faut pas le dire. Bah, si, t'as le Même droit. 8 ans après, il faut pas le dire. T'as le droit. J'avais des journalistes qui m'appelaient pour me dire je veux le coffret 268. Ah oui, voilà, tu vois, donc c'était sympa. Et bon, voilà. Donc, on va commencer, on va y aller de manière chronologique, mais encore une fois, en sélectionnant les films, on essaye évidemment de pas spoiler pour que les gens qui puissent Oui, un peu oui. connaître le cinéaste, parce que c'est pas forcément le cinéaste le plus connu du monde entier C'est maintenant. le meilleur du Il monde a, entier. il a été un peu bouffé, peut-être le cinéaste HK qu'on connaît maintenant, le cinéaste HK qu'on connaît maintenant, c'est John Woo, qui avait vraiment explosé dans les années 90, puis qui lui avait réussi entre guillemets une carrière à Hollywood, ce qui n'était pas le cas de Tsui Hark. Bah. Et puis après il y a eu Johnny To qui a vraiment beaucoup pris, mais j'ai l'impression que Hark, même s'il est beaucoup connu des aficionados, c'est pas
le réalisateur, et là on voit avec les derniers films qui sont sortis, c'est pas le réalisateur qui est le plus... c'est pas un nom comme les John Woo en Occident ou même le John Ito. C'est normal en fait. parce que nous on a connu John Woo grâce aux films occidentaux d'abord. Oui. C'est ça. Après, on s'est intéressé aux films hongkongais et on a vu qu'ils étaient produits par un mec qui était tout le temps là derrière, c'était Tsuark. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on a connu Tsuark. Le problème, c'est que Tsuark n'a jamais fait de vraie carrière hollywoodienne. Et du coup, Oui, mais John Ito n'a on jamais connaît fait de pas carrière. vraiment, le grand public ne connaît Oui, mais pas par exemple, Tsuark. tu vois, John Ito n'a jamais fait de carrière hollywoodienne et malgré tout, il s'est fait un nom en Occident qui est quand même Oui, assez parce que fort, même d'un public plus large. Pendant que tout le monde est parti à cause de la C'est ça. rétrocession à Oui, lui, il est Hollywood, pas venu, mais- John Ito il en a profité pour devenir le roi. Oui, mais, de- non, de mais Hong il a Kong. réussi à en faire une marque qui est, Ah qui oui, est même oui, bien reconnue. sûr. Après, je pense aussi qu'il y a un autre truc qui est très différent, c'est je pense que John Ito plaît vachement aux Occidentaux parce qu'il a des références occidentales très très précises. C'est-à-dire que Tsui Hark, il vous dira toujours que son réalisateur préféré, c'est Kurosawa. Oui. Akira Kurosawa. Et c'est vraiment son réalisateur fétiche. Il explique qu'il a commencé à aimer le cinéma en découvrant ces films-là, en se rendant compte que ce mec-là avait fait différents films et en voyant plusieurs, etc., au fur et à mesure dans certains cinémas, etc. Et il savait pas ce qu'il voulait faire de sa vie d'ailleurs. À la base, il explique que pendant 1 an, je crois, il savait pas quoi faire de sa vie, etc. Et qu'il a mis du temps avant de comprendre qu'il voulait faire le cinéma. Et donc Kurosawa, c'est un peu le mec qu'il a toujours idéalisé et à qui il veut ressembler, quoi. Alors qu'à l'inverse, John Woo et John Ito, par exemple, c'est plutôt des mecs qui vont te citer Melville, vont te citer Oui, tu vois, bien sûr. des réalisateurs qui vont plaire tout de suite aux Français, aux journalistes français, etc., qui vont dire ah bah oui, tu vois. Le background n'est pas du tout le même. C'est pas aussi, pareil. Parce que Tsui Hark, il a bossé d'abord à la télé. Mm. C'est moi qui viens de la télé. Il est parti aussi aux États-Unis plus jeune pour Faire des étudier docus. là-bas, faire des documentaires et tout ça. Et c'était plus un mec au début qu'on a affilié à la nouvelle vague en compagnie de mecs comme Patrick Tam ou par exemple Hanui, tout ça. C'était plus. Oui. Ils étaient partis. John Woo, il était actif Oui. avant quoi. Oui, c'est ça, il avait travaillé avec Le mec oui. de la Shaw Brothers, Ouais, tu Shaw vois, Brothers donc et c'était tout. plus cette école-là. Sauf que Tsui Hark, lui, était arrivé et il s'est servi du genre, parce qu'il est passé par le genre, donc son premier film c'était Butterfly Murders. Il s'est servi du genre pour faire une- Pour rentrer, oui, comme pour rentrer, beaucoup, voilà. quoi. Et des films un peu vénères, non, etc. voilà, et mais donc en on va, deuxième mi-temps, par la- on va arriver très vite du coup sur le premier film dont on veut parler, qui fait partie de cette première période Tsui Hark en fait, c'est-à-dire film de jeunes vénères, tu vois, un petit peu. Et donc on va On parler était de, vraiment là, dans une sorte de nouvelle vague c'est contestataire. voilà, contestataire. on va parler donc de l'enfer des armes et c'est toi qui t'y colle. Ok. Ouais, donc L'Enfer des Armes, c'est son 3e film. Voilà, avant, il avait fait donc Butterfly Murders et Histoire de cannibale. Histoire de cannibale, voilà, tout à fait. Qui avait été des échecs monstrueux au box-office. Sauf que Butterfly Murders avait plu à la critique, alors qu'il s'était fait défoncer pour Histoire de cannibale parce qu'il trouvait ça choquant. Et puis le plan final du film, que je ne révélerai pas, Ouais. était assez gonflé. C'était un truc trop choquant à l'époque pour l'establishment. Ah, mais même, tu regardes Butterfly Murder à notre époque, c'est un film what the fuck ultra. Et donc gore. l'histoire de l'enfer des armes, c'est Alors, quoi les armes, c'est une espèce de pamphlet nihiliste urbain dans lequel 3 jeunes garçons d'une famille riche, enfin des familles riches, des upper class hongkongaises, se lient d'amitié avec une jeune fille qui est une espèce d'anarchiste, une espèce de terroriste en herbe. Et donc ils commencent à faire péter des bombes un peu partout dans Hong Kong. Et sauf qu'à un moment donné, ils tombent sur un mec, un Américain, et ils lui volent un document. Et ça va entraîner toute une série d'événements qu'ils vont pas pouvoir gérer. Alors ce film, je crois que c'est un des films les plus cruels du monde. C'est comme s'il avait pris tout le cinéma d'exploitation japonais, qu'il avait mis dans un contexte social très dur, et qui s'est dit, ok, je vais reprendre les temps forts du cinéma de genre japonais, genre les trucs que tu pouvais voir dans les films de Lato et tout ça, les menottes rouges, les femmes de scorpion, tout ça. Mais il s'est dit, je vais enlever tout le plaisir, je vais enlever tout le fun. Et c'est pour ça que c'est un film Toute morale aussi. toute morale. Et toute Et morale. esthétiquement, il est aussi très Très cru, quoi. très Il cru. n'y a ouais, aucune c'est- stylisation. Je me rappelle plus C'est- exactement de la réal, mais c'est une réal très brutale qui
qui va à fond, et Ouais. il n'y a pas Alors, d'un esthétique comme puis tu le peux l'avoir dans montage les aussi, films d'exploitation clac, clac, japonais. Alors quoi. ça dépend, soit on est dans quelque chose de très stylisé quand il tourne en intérieur, genre l'appartement de la fille, Oui. quelque chose des fois de très stylisé avec de la lumière rouge et noire, t'as l'impression d'être un peu dans un giallo, dans une espèce de... Oui, mais à chaque fois, c'est une lumière très dure. quand Voilà, même. très dur. Ou alors quand il est dans la rue, exactement, c'est tournage commando, Ouais, caméra à l'épaule, tu sens qu'il a dit ouais, allez les gens, allez là-bas, je vous suis à C'est l'arrache, ça, ouais. qui anticipe un petit peu Qui ce a un buzz fera qu'il va plus faire tard, après, ouais, exactement. dans Blade. Bah, il a toujours eu. C'est intéressant de commencer avec ce film-là parce qu'il y a un mot qu'on va redire souvent avec Tsai Arc, c'est le chaos. Quoi. Le chaos, c'est un des mots-clés pour comprendre Tsai Arc, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui semble vraiment l'attirer énormément, le chaos, le bordel ambiant. Là. Et lui, il t'explique d'ailleurs dans les interviews que ça vient de la situation dans laquelle il est, le pays, enfin Hong Kong en tout cas, et à ce moment-là. Et parce que c'est un pays qui va rentrer du coup, donc qui va redevenir chinoise à un moment donné, quand il commence évidemment, le pays est encore sur les Anglais. Et voilà, même encore maintenant, il y a encore un gouvernement à Hong Kong, si je me rappelle bien, mais ils sont quand même, donc ils ont encore une petite autonomie, mais qui se dissipe au fur et à mesure. Bah, si je me c'est rappelle ça bien. qu'il critique dans ce film, en fin de compte, c'est tous les travers de la société hongkongaise. On sent qu'il critique la jeunesse qui est complètement déboussolée, qui n'a pas du tout de repères. Il critique l'espèce de racisme vis-à-vis des blancs, enfin des occidentaux. Tu vois même à un moment donné que la police est tenue par des whites, quoi, par des gouelos, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que la version, parce qu'il y a deux versions de ce film, la version longue te montre plus la responsabilité des gamins qui vont faire leur premier attentat de manière totalement volontaire avant de rencontrer la fille en fait. Ils vont faire péter un cinéma en fait. Mais pour eux, c'est une connerie. Oui, c'est pas l'élément déclencheur, la fille. Et il y a un truc, si je me rappelle bien, ça fait longtemps que je l'ai vu ce film, t'as une absence totale des parents. Ils sont là, ils sont présents. Il y a une scène où tu vois les parents du jeune mec, enfin d'un des trois mecs à lunettes qui sont en train de siroter leur whisky, et qui sont complètement à la masse. Ouais, ils sont pas avec, ils n'interviennent pas avec les Non. enfants, etc. Et moi, j'avais plus vu ça comme la vie hongkongaise, c'est on travaille tout le temps, le peu de fois qu'on travaille pas, on essaie de se prendre un petit plaisir, donc on s'occupe pas des enfants, etc. Et j'avais eu vraiment cette jeunesse laissée à l'abandon. Donc je critiquais pas trop ces jeunes, enfin je visais pas trop ces jeunes quand je regardais le film, mais plutôt les parents, mais putain, mais où ils sont où quoi. Ils sont plus le produit d'une négligence, négligence des autres générations. Mais c'est récurrent dans le cinéma des années 80, ça. Oui, après c'est au moment où il y a l'explosion aussi de ce genre de film. Enfin, c'est des films très violents aussi. Mais même il y a un autre truc par rapport à la responsabilité parentale. La fille, elle vit avec son frère, qui est un flic, joué par Lollier, l'excellent Lollier. Ouais. Effectivement, c'est encore une génération. Ils vivent dans un petit appart tout pourri, et tu dis c'est une génération encore une fois sans parents. Voilà quoi. C'est un film qui est extrêmement cruel vis-à-vis des animaux. Si vous aimez les animaux, ne vous regardez pas ce film parce qu'il y a des scènes de torture animale très très choquantes que je ne révélerai pas. Mais il y a des choses assez dingues. On sent qu'il y a encore des vestiges d'une manière très traditionnelle de faire le cinéma. Ouais. Dans la mesure où on a Lollier qui était l'acteur de la Shaw Brothers qui est encore là, et il y a surtout cette espèce de recours systématique à la réutilisation de musique de films occidentaux, parce que dans ce film tu entends la musique du zombie de Romero et des morceaux de Star Trek, du premier film Star Trek. Oui, mais... Voilà. Et aussi il y a de la musique techno des années 80, c'est génial. Les séquences de boîte de nuit sont énormes dans ce film. Ok, et on va passer de... Donc échec total. Voilà, ça n'a pas très bien marché. Il s'est fait laminer. On va du coup passer à un de ses films les plus emblématiques de son début de carrière, un des films qui va être connu et cartonné, etc. C'est Zou, les guerriers de la montagne magique, 1983. Alors c'est intéressant parce que donc là on revient au film d'époque, donc c'est du Wu Sapien, ça. Ouais, oui, c'est du Wu oui, Sapien, c'est magique. c'est du Wu Sapien magique, quoi. Donc pour expliquer les gens qui connaissent pas trop le Wu Sapien, c'est des films de sabre, mais d'époque, quoi. Donc, qui se passe dans l'époque féodale chinoise généralement.
Là, c'est de l'heroic fantasy surtout. On peut placer ça là-dedans. C'est vraiment l'entrée dans un monde d'heroic fantasy. Donc on est dans un. Il reprend. Donc c'est une série de. Je sais plus si c'est de bouquins ou de légendes, mais en tout cas, c'est une série d'écrits sur la montagne Zoo, qui est une montagne magique où il se passe plein de choses. C'est un pays imaginaire. Oui, c'est une sorte de pays imaginaire, mais évidemment, il va y mettre plein de choses. Voilà, qui se rapprochent de l'ambiance un petit peu qui ressent, c'est ce qu'il dit aussi dans les interviews. Alors là, l'intéressant, c'est qu'on joue, on suit un personnage qui est. Alors d'abord, je crois qu'il est chez des guerriers, ils sont tous en bleu, et il commence à s'engueuler avec entre eux parce qu'il a osé protester un des chefs guerriers et ils sont frères et du coup ça fout le bordel, donc c'est plus possible. Du coup, il se fait pourchasser par ses propres guerriers et il rencontre un guerrier rouge, je crois. Ouais. Qui est joué par Sammo Hung, donc que vous avez pu voir le flic de Shanghai. Les gens qui connaissent vraiment rien au cinéma asiatique, c'est le flic de Shanghai. Et ils vont devenir potes, mais ça c'est le début du film, hein. Après ça n'a plus rien à voir. Et ce qui est assez génial, c'est qu'ils vont se rendre compte, ils vont devoir se battre contre des jaunes, puis contre des bleus, puis contre des rouges. Alors tu fais ok. Peut-être des verts aussi. Et oui, à un moment il y a des verts. Et c'est génial parce que donc ça devient quasiment burlesque parce que les mecs changent de couleur, ils savent plus qui se battent, etc. Et tu vois qu'il y a une sorte d'histoire d'amitié qui se lie là-dedans. Et donc au moment où il y a toute cette guerre, parce qu'on comprend pas pourquoi ce monde c'est un monde en pleine guerre totale, quoi. On sait pas pourquoi. Les gens se battent et on sait pas pourquoi. Et en fait, il y aurait une raison un peu fantastique derrière tout ça, une sorte de. Et en fait, donc le jeune héros va se retrouver, il va à un moment donné s'enfuir de tout ça, et il va se retrouver, il va dans la montagne magique, la fameuse montagne magique de Zoo, et il va rencontrer deux personnages, des personnages plus haut en couleur, qui ont des pouvoirs magiques, qui doivent chasser des démons, etc. À chaque personnage, il y a une péripétie. Ouais, voilà. Et là, je ne saurais pas comment expliquer. En gros, il va devenir l'apprenti de. Bon, c'est comme s'il rencontrait Obi-Wan Kenobi, qui vole et qui se bat, et voilà, c'est ça, et qui d'un coup il devient Luke Skywalker, et après il commence à se foutre sur la gueule, il rencontre un autre apprenti, et puis là c'est le bordel, et ils doivent avec les autres apprentis, ils doivent aller chercher. Parce que Sammo Hung joue aussi le rôle du mec au long sourcil. Il y a des pouvoirs en tuant les gens avec des. Enfin, il se bat en utilisant ses sourcils qui poussent de manière totalement. Donc en fait d'ailleurs c'est un certain parce que ce personnage en fait bloque parce qu'en fait c'est des mecs qui se réincarnent, enfin il y a une sorte de mal qui va se réincarner et du coup il se retrouve dans une sorte d'énorme œuf avec des cornes et tout et Sammo Hung en fait avec ses sourcils, il arrive, je sais pas comment il fait, il contrôle l'œuf pour pas qu'il s'ouvre, et il dit aux apprentis d'aller chercher les fameuses épées magiques qui doivent. Il y a 2 épées en fait qui doivent pouvoir permettre de tuer ce truc-là. Si vous n'avez rien compris, vous en faites pas. C'est à peu près l'équivalent quand on a vu le film. Hein. Ce film, il faut se laisser porter, faut pas chercher à comprendre de toute manière. Mais c'est ça qui est assez marrant. De toute façon, c'est là où tu commences à comprendre que Sawyer, de toute façon, il a toujours fait des histoires totalement bordéliques où ça part dans tous les sens, et c'est en même temps ça qui est agréable avec son cinéma. Il a pas fait que ça, mais il a quand même fait beaucoup de ce genre de films où il y a des ruptures de ton, on sait plus où on est, où d'un coup on peut partir sur autre chose, etc. On sait pas. Enfin voilà, c'est comme ça. Et ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'effectivement il y a un gros boulot sur les effets spéciaux, etc. C'est-à-dire qu'il veut vraiment faire une sorte de Star Wars. Ils sont allés chercher des version de Saipion, Ils sont allés chercher des techniciens de Star Wars pour les amener sur ce film. Je pense qu'il a fait couler toute l'industrie du cinéma hongkongais lui tout seul avec ce film. Oui, non mais ça révèle l'ambition totalement disproportionnelle de ce mec qui dès ses premiers films a envie déjà de changer des choses avec le Wu Sapien, quoi, et il va passer son temps à essayer de rechanger à chaque fois le genre. Et en fait, c'est quelqu'un qui marche comme ça. Il marche on fout tout en l'air, quoi. Oui, on met le chaos pour essayer de faire sortir quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de cohérence fondamentale dans son œuvre. En fait, c'est un mec qui veut brouiller les pistes à chaque fois. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. C'est un film mais qui détruit pas les codes fondamentalement. C'est juste formellement qui va essayer de tout chambouler. Ouais, mais les valeurs, etc., ça, il va quand même les mais alors, si vous connaissez peut-être pas celui-là, vous connaissez La Légende de Zoo, qui est sorti dans les années 2000, début des années 2000, et qui est considéré comme une sorte de remake, mais pour moi c'est pas du tout un remake, c'est juste une adaptation d'une autre histoire de la montagne de Zoo. Et là il va encore plus loin dans son délire, c'est-à-dire que le film est encore plus abscon, encore plus délirant. Moi le premier, les effets spéciaux sont magnifiques, etc., mais c'est vrai
qu'elles ont un peu vieilli, etc. Et il a essayé de redynamiser ça avec des effets spéciaux virtuels. Du coup, la légende de Zoo, la version de 2000, elle a carrément... là, c'est carrément un bordel numérique sans nom, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il joue sur l'idée que c'est une sorte... En fait, c'est des combats perpétuels, en fait. Il y a une sorte de... C'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est que t'as vraiment que personne ne meurt vraiment, ou les gens ressuscitent tout le temps, Tout le monde est une sorte de super-héros. Voilà, et ça, c'est vraiment le truc qui lui tenait à cœur, quoi. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, il y avait pas de fin, c'était un truc cyclique. Donc, l'idée que... Voilà, Poser tu des meurs, objets tu qui se reviens. transforment en homme. Voilà, non, mais C'est un c'est... film, une espèce de. Je sais plus, il y a une espèce de je sais plus ce qu'il y a un objet qui se transforme en mec. Voilà, mais c'est... si vous avez vu la légende de Zoo, parce que la légende de Zoo, par contre, dans les années 2000, on a entendu parler, jetez un coup d'œil. Sorti en les DVD. gars, parce que du coup, vous allez Sorti en DVD chez nous. peut-être pouvoir accorder des trucs que vous n'avez pas compris dans la légende de Zoo. Pas tout, parce que ça reste le bordel. Mais... Samong est encore dedans. C'est oui, sorti, oui. il est dedans. Bah oui, il est tout le temps dedans. Mais voilà, et donc, voilà, la légende de Zoo, qui a quand même commencé à faire sa renommée, quand même. C'est-à-dire que ça a été quand même le... Le Zoo, les gars de la montagne magique. Oui, les gars, oui, le premier, oui, Ouais. le premier. Mm. Je crois que c'était sorti en France d'ailleurs, Zoo et la Ah oui, Montagne Magique. C'est sorti en cinéma. Le cinéma, je sais pas, je m'en souviens pas. En Mais je tout cas, sais que c'est les gens sorti en en parlaient, cassette, en tout cas, sorti en ouais, voilà, cassette, c'est ça ça. avait fait un gros buzz à l'époque, genre il fallait le voir absolument. Et à Hong Kong, il avait marché ce film? Je sais pas, honnêtement. S'il y a les experts qui le savent, dites-le nous, parce que franchement, j'ai pas trouvé de traces du succès du film ou pas. Je pense qu'il a quand même dû bien marquer son époque. Je pense. Je pense Aussi. que. Mais tu sais, comme il y avait Star Wars derrière qui avait déjà été fait, est-ce que c'était pas genre Ouais, mais un Ouais, peu peut-être, opportuniste, tu vois? ouais, mais c'était le film du cru, quoi. C'est le film local, donc forcément. Ouais, les gens, bien ils sûr. ont vu ce- Ah bah, Et puis Zoo, ça avait l'air d'être à peu près connu chez eux, quoi. C'est vrai que nous, c'est un peu abyssal, quoi. Par contre, c'est vrai que c'est très drôle, et sur l'idée des différents groupes de guerriers avec différentes couleurs, c'est là où on sent aussi l'inventivité du mec, quoi. Il peut partir dans tous les sens. Et... Peut-être Voilà. aussi le code couleur de Kurosawa qui l'a peut-être influencé aussi. Oui, Je- c'est possible. je pense oui. aussi. Même, et c'est dans l'influence de Kurosawa. Parce que c'est marrant quand tu vois Ran qui a été Ouais. fait 2 ans après, tu vois les 3 frères pas les films inconnus. Quoi. Mm, Je veux pas- c'est ça. Dans Ran, il y a 3 frères, ils ont chacun une couleur bien spécifique. Avec son armée. Non, mais excuse-moi, du coup, j'imagine forcément Didier Bourdon. En Mais, jaune. en jaune, quoi. Donc après, bon, il fait une carrière, ça commence à... Il va faire différentes choses, notamment... il fait aussi une grosse carrière de producteur, hein, Tsuyark. Et notamment, c'est... C'est un peu après Zoo qui va commencer Oui, c'est ça. à lancer sa Et pro- puis, sa boîte et de puis prod. il y a certains de ses films où on sait qu'il est réalisateur de seconde équipe, Oui. ou réalisateur des cascades, par exemple, ou des combats, mais il va pas réaliser certains trucs, etc. Réalisateur non crédité. C'est ça, donc il est par exemple crédité sur... il est crédité sur plein de trucs, il est crédité... Donc c'est le producteur de Histoire de fantômes chinois, qui est un mélange du Wu Sapiens et de Evil Dead, notamment, enfin de Evil Dead, enfin de cinéma fantastique, on va dire, cinéma d'horreur un peu. Donc ça a cartonné aussi, enfin ça c'est un très très gros morceau. Il est juste producteur là-dessus, mais après il va même aller jusqu'à produire un dessin animé sur des fantômes chinois. Ça, c'est sa période. Bah, ça, il faut parler de sa société. Donc il a fondé, Oui, c'est vrai que c'est après qu'il va le... Donc, Film Workshop. Oui, vas-y, parle... Ouais, en fait, il avait fondé une société d'effets spéciaux qui s'appelait Cinefex, et aussi il a monté sa boîte de prod et de distribution qui s'appelait qui s'appelle toujours d'ailleurs Film Workshop Limited, où il va produire ses propres films, Oui, plus et, les films de réalisateurs qu'il va lancer. Et là, il explique d'ailleurs parce que c'est à ce moment-là aussi que, Qu'il va récupérer. il connaissait par exemple Genou, et donc Genou est un de ses, apparemment il se parlait par téléphone. Lui, il tournait à Taïwan, lui il tournait à je sais plus si c'était à Hong Kong. Et il se parlait par téléphone, et il disait qu'il sentait qu'il y avait des trucs à faire. C'était un moment où apparemment on pouvait y aller, il y avait des choses à changer. Et ils étaient comme ça dans une ambiance Ah, un disons- peu révolutionnaire. Il y avait quoi. une émulation. Voilà, il y avait une émulation. C'est à partir de Workshop Film que il a fait ce qu'il voulait en fait. Ouais. Qui- Et oui, et il dans voulait, la il forme, voulait dans absolument le fond. garder. Et voilà, on commençait à sentir qu'il voulait absolument une autonomie. Bon, alors pour aller rapidement, parce qu'un jour on va sûrement revenir sur Genou, il va faire le syndicat du crime, donc Better Tomorrow, donc il va produire 86. avec Genou. C'est une vraie collaboration entre les deux, hein, c'est vraiment quelque chose comme ça. Au point où c'est un carton, le deuxième est un carton aussi. Là, tout le monde connaît Syndicat du crime 2, etc. Le 3, ça va être lui qui va le réaliser, tout simplement parce qu'il s'engueule avec John Woo. Ils vont se fâcher. Sur le montage de The Sur- Killer. Ouais.
Ouais. Et du coup, John Woo va faire lui-même sa propre interprétation du Syndicat du Crime 3 avec un autre film, Mal dans la tête. Une balle dans la tête, voilà, qui est en fait la version de John Woo. Même scénar. Ouais, ouais, Voilà, sur les donc ça, grandes lignes, les scénars sont assez proches, quoi. Et ils vont s'engueuler à un point où ils se sont réconciliés il y a 3-4 ans, quoi, apparemment. Où là, d'un coup, ils se sont fait des câlins, si on peut voir ça sur YouTube. Ah, c'est parce que maintenant Voilà. ils œuvrent tous les deux pour le cinéma Voilà, maintenant, ils sont de tous les deux, République chinoise. ouais. Maintenant, Maintenant, c'est la communauté, À c'est savoir que camarades. quand ils faisaient des films, vous imaginez pas l'ampleur qu'il y avait le Syndicat du Crime. Ils ont fait le 2 parce qu'ils se sont sentis forcés de le faire, car il y a toute la jeunesse qui avait mal interprété le premier film, parce qu'ils avaient tellement rendu romantique les gangsters que tout le monde voulait rentrer dans les triades. Et c'est pour dire que quand ils faisaient des films à l'époque, et que quand tu t'adresses à tout Hong Kong, bah du coup ils avaient une sorte d'impact, pas des leaders d'opinion, mais quand ils faisaient un film, c'était quelque chose de très très important. Et la Workshop Film, en fait, c'est comme ça aussi qu'elle est devenue... Film Workshop. Film Workshop, pardon, qu'elle est devenue un petit peu l'omniscience du cinéma hongkongais des années 80-90. Alors, son premier film à la Film Workshop, c'était Shanghai Blues. On va pas vous en parler là, mais c'est un très bon film qui était sorti en DVD. Et en fait, je rebondis sur Pékin Opéra Blues en 86, même époque que le Syndicat du Crime, superbe année pour Film Workshop. Et en fait, Pékin Opéra Blues, c'est un petit peu comment prendre tous les éléments de Shanghai Blues, qui était en fait un film d'époque, Shanghai Blues, une romance assez légère, mais formellement extrêmement compliquée, parce que ça partait sur des petites confusions, sur un jeu de théâtre constant, avec des décors complètement démentiels, et une grande euphorie. Et en fait, Pékin Opéra Blues, tu l'as vu récemment ? Ouais. On pourra en parler tous les deux. C'est pareil, là sur le coup, c'est presque une fresque. Tu l'as pas vu, toi, Pékin Opéra Blues? Non, c'est un des rares que j'ai pas vu. Alors c'est... Oh, des rares. Bon, faut être honnête, on n'a pas vu tous les films de Tony non, parce c'est qu'il en pas a possible. fait 700 000. Il y en a beaucoup, ils sont pas sortis en France en plus. Oui, et puis ils sont durs à trouver. Alors, je pense que Shanghai Blues, c'est un bordel. Pékin Opéra Blues, c'est encore plus un bordel parce qu'il y a encore plus de décors, il y a encore plus de personnages. Et du coup, c'est l'histoire d'une... alors, c'était, si je me souviens bien, un général qui arrive à Pékin. Oui. Et en fait, il y a sa fille qui veut le contrecarrer, en fait. Et, Alors oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Et qui va Il y a une résistance. une résistance côtoyer d'autres filles. Des filles qui vont travailler dans... Encore une fois, c'est le bordel, quoi. Mais Ouais. en gros, il y a un général qui s'en va. Et du coup, il y a un général qui le remplace. Et ce général a une fille qui, en fait, a été aux États-Unis, donc qui a développé un sens du socialisme, un peu. C'est ça. Et du coup, elle décide de devenir résistante. Et elle intègre une résistante avec un autre gars qui est l'un des héros de la résistante, mais vraiment le beau gosse. C'est bien, avec du bon gel, avec de la Les bonnes gomina. la bonne ouais, combinaison, les cheveux, vraiment la classe hongkongaise de l'époque, quoi. Mais et puis en même temps, on suit aussi un soldat qui a été abandonné par l'ancien général, et tous ces gens-là vont se retrouver en fait dans un opéra, enfin un opéra de Pékin où Où tu as la fille aussi du gérant de l'opéra qui est un peu qui révolutionnaire essaye de aussi. jouer, qui veut absolument jouer dans cet opéra-là, mais en fait, c'est réservé qu'aux hommes. En fait, Ouais. c'est les femmes qui jouent, enfin les hommes jouent des femmes. Et du coup, c'est des hommes très très efféminés qui sont un peu on va dire enfin qui ont rien à voir dans l'histoire, mais qui sont un peu le symbole du film, quoi. Et on suit aussi une autre fille encore, qui est une fille vénale, qui est une ancienne maîtresse de l'ancien général, qui aussi, et les trois en fait, et tous ces 5 personnages vont se retrouver à un moment donné ensemble. En fait, dans l'opéra. L'opéra, Voilà. ça va être la Ils vont scène se retrouver dans du un film. concours de circonstances, ils vont se retrouver ensemble, voilà. Alors, imagine qu'il y a Voilà. plein de personnages qui doivent pas forcément se voir ou pas à ce moment-là, et du coup, il y a une sorte de... Une sorte de quasiment du flot vaudeville, humain c'est qui une- bouge. C'est une sorte de presque du vaudeville en fait. Oui, c'est ça. Dans le sens où ils se retrouvent, d'un coup ils se repartent et ça. Parfois c'est totalement abracadabantesque, tu vois, le moment où ils se retrouvent, tu imagines pas comment. Et puis d'un coup ils finissent par se lier d'amitié, ça devient une histoire d'amitié ultra ultra exagérée en fait entre ces 5 personnages, surtout entre les 3 filles. Mais avec de manière- les 2 mecs derrière quand même. L'intérêt dans Voilà. ce film, c'est que si dans Shanghai Blues, tu avais un personnage féminin quand même bien charismatique qui affrontait le personnage masculin, là c'est elles qui sont limite plus masculines que tous les mecs. Les mecs, quoi. Tous les mecs sont dans le système, sont des locks devant le général ou n'importe quoi, tu vois. Et les filles, c'est celles qui vont tenir le pantalon. Et De c'est toute façon, l'héroïne, elle est habillée en garçon. Oui, en fait. et C'est- je crois qu'il y a une seule séquence où elle est vraiment féminine dans ce film. Comme dans la Oui, en des fait, armes. non, il y a une séquence incroyable où elles font des grandes nappes. Ouais. Elles font une sorte de soirée pyjama dans le grand palace. Et c'est une soirée pyjama au ralenti. Un Avec... peu comme bon. dans l'enfer des armes, hein, là, c'est la fille qui tient vraiment le truc. Hein.
Exactement. Qui limite le système de valeurs. Mais là, tu vois, en plus, comme les deux Bah, c'est l'anarchique Voilà. plus qui va voir les Voilà. anarchiques pour leur dire venez, on va faire encore plus d'anarchie. comme les deux autres filles aussi, à un moment donné, elles vont devoir se travestir en femmes, mais du coup se faire passer pour des hommes. Il y a toute l'idée que, oui, effectivement, il y a un changement de valeur. Les hommes, enfin, c'est elles qui jouent un rôle important, quasiment masculin, quoi. C'est un cinéaste qui est beaucoup plus féministe et plus progressiste que peut l'être John Woo ou même. Bah, John Woo, il n'y a pas de femme, c'est une histoire Bah, d'amour bah, entre les c'est- hommes. c'est ça, une c'est ça. histoire. Donc, Alors, Et, c'est un film quand même. Et Johnny To a toujours dit c'est qu'il était son- macho. C'est son premier gros succès, d'accord. Pekin Opera Blues, c'est le film qui, je pense, lui donnait pas mal de fonds après pour se lancer encore plus, avec bien sûr le Syndicat du crime en tant que producteur. En fait, ce qui est magnifique avec ce film, c'est que là, on commence à voir tout ce qu'il va faire plus tard dans sa mise en scène. C'est juxtaposition d'histoire, de personnages, c'est sa gestion humaine de personnages, d'accord. Et surtout aussi sa mise en scène, c'est comment il va passer d'un lieu à un autre en un petit plan séquence, dynamiser tous ces plans, des fois attaque un plan de coupe avec un petit plan on va dire décadré. Voilà, il va vraiment styliser au maximum sa mise en scène, à un point que ces personnages ils vont devenir tellement romantiques et puis tellement exubérants que bah, bien sûr on va se sentir partir dans un autre monde en fait. On va plus être dans la Chine, je sais pas, on va être dans le cinéma de Tsui Hark, et c'est à ce moment-là que je retrouve Tsui Hark dans tous ses autres films. Et donc après Pekin Opera Blues, il a fait pas mal de coréal, comme on a dit. Il a travaillé sur Swordsman, donc il y a eu pas mal de Swordsman aussi, c'est aussi une des grosses sagas. Trilogie. Du coup, il était crédité comme réalisateur des combats, parce que parfois ils se divisent comme ça les c'était 4 morceaux. ou 5 réals dessus. Hein. Ouais, c'est ça, non, mais c'est un truc de fou. Et, C'est un film de fou aussi. et du coup, il a aussi parti aux États-Unis une première fois. Il a essayé de faire The Master avec Jet Li, qui a pas très bien marché. Mais il y a du coup un autre film avec Jet Li qui a lui cartonné et qui est un petit peu peut-être la saga qui l'a fait connaître et qui a surtout aussi fait connaître beaucoup Jet Li à l'Occident. C'est Il était une fois en Chine. Donc là, on va parler surtout du premier, mais on évoquera un peu le reste de la saga. Mais on pourrait faire un podcast entier sur cette saga. Donc, disons voilà. qu'il était une fois en Chine, donc c'est un film de 91. Tsui Hark, qui n'a jamais aimé travailler avec les grosses vedettes. Hein. Il le dit lui-même que Jet Li, c'était, comme il l'a pris pour Il était une fois en Chine, un acteur connu par contre, mais qui faisait plus rien, plus grand chose en fait. Et du coup, il a aimé travailler avec lui pour ça. Et donc, Il était une fois en Chine, c'est. Allez, on va oser le dire, la grande fresque commencée et qui va faire 6 films après sur le personnage de Hong Fei-hung, donc un célèbre docteur praticien d'arts martiaux. Il y a eu tellement de films sur Hong Fei-hung qu'on Une les centaine compte de plus. films. Voilà. Oui, déjà. Et donc, comme il l'a dit Romain tout à l'heure, en fait, Tsui Hark est du genre à toujours reprendre un code, reprendre un genre, le déstructurer pour en faire quelque chose de nouveau. C'est exactement ce qu'il va faire avec le personnage de Hong Fei-hung. Il va garder un peu l'aspect comique, notamment avec sa danse, etc. C'était vaudeville, hein. Oui, voilà. Très fort. Et il va garder tous ces quiproquos dans sa mise en scène, les personnages qui rentrent, qui ressortent, etc. Ok. Et surtout, il va rajouter à ce personnage extrêmement romantique et iconique une violence totale. Et Jet Li il va y participer avec son art martial qui est complètement démentiel. Quand vous voyez le film, vous dites mais il fait quoi là? Jet Li il a en accéléré ou quoi? En fait non, c'est des mouvements extrêmement calculés, extrêmement violents aussi. Et bien sûr, on est toujours dans cette idée de l'Occident contre l'Orient, d'accord? Ouais. Et là, c'est par contre pas sur la rétrocession qui arrive, mais sur quand l'Occident est arrivé en Chine. Et c'est super habile parce que vous avez un maître chinois qui est pas contre la modernisation de la vie, mais qui est contre l'imposition de la modernisation. Et du coup, c'est super intéressant de voir ce maître chinois qui est au centre de tout, des Occidents qui sont vraiment... qui s'imposent trop, des Japonais soit qui font des courbettes aux Occidents, parce que bien sûr ceux qui ont la main mise sur Hong Kong, ou alors les milices qui se créent contre justement cette occidentalisation. Et voilà, vous le voyez se battre là-dedans, se battre contre un maître qui cherche que la gloire, donc c'est très malsain, qui va se vendre à n'importe quoi, à n'importe qui. Voilà, vous avez une sorte de beaucoup de thèmes brassés, que ce soit humains ou alors historiques, et dans un film de kung-fu démentiel, bien sûr câblé, avec des figures impossibles à faire, mais avec une prestation de Jet Li, mais au summum, je sais pas, je pense pas
je me rappelle pas d'avoir vu un film où il m'a autant bluffé Jet Li. Ouais, il est bien, Et voilà, vous avez un chef-d'œuvre total. Voilà. Est-ce que vous voulez en parler? Il est aussi bien dans Jet Li, dans Roméo doit mourir, qui est quand même un chef-d'œuvre. Non, moi Non, je mais, suis d'accord. Moi, quand j'avais vu le film la première fois à la téloche, j'ai été complètement soufflé par certaines séquences, notamment il y a un combat sous la pluie Ah oui. qui est assez démentiel. Il y a une espèce de gros assaut sur un bateau à la fin, et même il y a un combat où les mecs se battent avec une poutre. Ouais, ils se battent avec des échelles. Des hein, échelles et mais, tout ça. Et c'est c'est vrai que quand tu vois ça quand t'as 14-15 ans, ça te marque. Ouais. Aussi bien dans la forme, dans l'organisation pardon, des combats, et aussi bien justement, comme tu disais, l'échelle du film, de le fait que je pense que il y a eu un gros travail de recherche qui avait jamais été fait à l'époque dans les films de Wong Fei-hung. Jamais on avait abordé l'aspect historique, l'aspect colonial, jamais. Tu vois ça. Et là, le fait qu'on voit carrément même des réunions, dans la saga, des réunions de politiciens anglais en train de parler de comment on va toute la saga d'ailleurs est on sur va se ça. faire les mais, Chinois, tout ça. c'est intéressant. Le film s'appelle Il était une fois en Chine, et si on peut le rapprocher d'Il était une fois, parce que quand on appelle Il était une fois, c'est souvent dans ce sens, c'est Il était une fois dans l'Ouest avec Voilà. l'arrivée du train, avec ce genre de choses. C'est ça. C'est un film sur l'industrialisation de la Chine et sur qu'est-ce qu'on perd en tradition et qu'est-ce qu'on gagne. Et c'est pas un film effectivement contre anti-étranger, c'est pas du tout ça. Non. C'est beaucoup plus mixé. D'ailleurs, au fur et à mesure dans la saga, dans les suites, ça sera différent parce que dans le deuxième, c'est une milice qui tue justement les étrangers. Et donc voilà. Et en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est effectivement c'est là où il y a quand même quelque chose qui est fort chez lui. C'est d'un coup et ce que tu voyais déjà dans les films de Peking Opera Blues et tout, c'est quand même un amour de l'histoire chinoise et de l'histoire quand même, de parler des grandes époques et de leur donner un côté romanesque, mais aussi vraiment de refaire des reconstitutions très 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 ambitieuses pour l'époque et pour le cinéma HK, quoi. En termes de décors, et encore dans Detective D, il y avait des décors réels qui étaient impressionnants. Mais on est encore là-dedans. Hein. Oui, vous avez des... Je vois pas quel autre cinéma dépasse le cinéma hongkongais en termes de décor. C'est-à-dire que vous avez bien sûr l'architecture chinoise, donc toutes ces lignes droites, angulaires, etc. Ou alors ces petites arceaux qu'il y aura beaucoup dans Green Snake après. Voilà, vous avez... c'est pas des immeubles, c'est pas quelque chose de froid, de droit. Voilà, il y a toujours quelque chose à mettre en premier plan. Oui, bien sûr. Il y a toujours, le cadre est toujours fouillé en fait, et ça on l'a pas en Occident. Même dans les films de Jackie Chan, tu vois que tu as des décors démentiels qui n'arrêtent pas de bouger. Et Jackie Chan en a fait son fer de lance d'utiliser les objets dans les combats. Des échelles par exemple, lui, il va l'utiliser au maximum, sauf que ça sera pas aussi violent que dans Il était une fois en Chine avec Jet Li, quoi. Ouais, Il était une fois en Chine, il tue des gens en lançant des balles. Moi je me rappelle, ça on en a parlé dans les cours d'école, quoi, de Jet Li qui tue des gens en faisant ça avec une pichenette avec la balle. Il y a un mec qui fait ça. C'est la suprématie C'était d'art martial voilà, en fait, c'était le grand truc de mélangé avec l'industrialisation. Et ben ça là aussi il y a un truc un peu... Ça, Vas-y, tu étais comme ça. le donc je te film laisse. avec le recul fait beaucoup penser à la légende du grand judo de Kurosawa, qui Oui, est aussi mais- une illustration d'un art martial à travers le passage subtil d'un pays, d'une époque à une autre en fait. Oui, et puis c'est vrai que puis de toute façon ça sera de plus en plus fort. De toute façon c'est vraiment la saga ultra connue de Tsai Hark. La chanson et Jackie Chan. ouais. C'est Jackie Chan qui l'a chanté. Ah bon? Non, Ah oui, je savais pas. Putain. non, Ouais, très bien. Et voilà, et ouais, mais c'est là aussi où je me disais il y avait un truc très mais c'est ça aussi qui est génial, c'est par exemple je l'avais pas vu, ça faisait un moment, donc j'ai revu le film en Blu-ray là récemment, Il était une fois en Chine, le premier. Monsieur. Et c'est parce que c'est intéressant parce que j'avais pas vu beaucoup de trailers comme ça reste ancien en Blu-ray et ça met quand même un truc et qu'effectivement qui met en exergue et que tu verras plus tard, il a un aspect très charnel je trouve Tsai Hark. Et c'est très intéressant parce que vous allez dans des grands trucs de combat, etc., très violents sur l'histoire, attention et tout. Et puis d'un coup, vous avez une scène, par exemple, il y a une scène de viol dans ce film, enfin de tentative de viol, qui est très, qui est assez étonnante parce que C'est le summum de la violence. il fait des gros plans, mais des extrêmes. À l'extrême, il va te chercher les yeux, mais vraiment, t'as vraiment qu'il a envie de toucher la peau, quoi. Et puis le mec est en sang, et il met du sang sur la fille, etc. Et d'un coup, tu dis putain, mais il n'y a que dans le cinéma hongkongais de l'époque que tu pouvais voir des trucs pareils. Mais il prend pas le De temps. passer du moment historique à une scène de viol ultra charnelle et très dérangeante et à réussir et à te faire des gros plans comme ça. Alors que tu dis putain, mais ils ont même pas le temps de faire ça d'habitude tellement on est sur autre chose. Il y a même l'autre personnage féminin, c'est la copine Oui. de la 13e tante.
qui se prend un gros punch. Oui. Ils ont frappé une femme comme ça. Il n'y a pas d'élégance. Bon. Donc ça c'est vrai que ça c'est un des trucs. Bon alors après la saga, là on va pas repartir dessus, mais la saga a explosé. Il y a eu différents, beaucoup considèrent le deuxième comme étant le meilleur. Le deuxième, il y a ça fait longtemps que je l'ai vu, mais je me rappelle surtout qu'il y a le Donnie Yen, il y a ce combat entre Donnie Yen et Jet Li. Le deuxième, la secte du Lotus Blanc. Faut jouer, ouais, mais en revoyant le premier, je me suis dit, le premier est quand même. Voilà, il est solide. Disons que le premier est solide, le deuxième c'est plus intime, on va dire. C'est plus un combat qui n'intègre pas forcément toute l'évolution du pays, tu vois. Et même le 3, alors le 3, je pense que c'est l'apogée un peu de cette saga. C'est-à-dire que c'est au moment où. Je suis pas fan. Mais si, mais après, il y a du changement, quoi. C'est-à-dire que on est encore dans. Moi, je trouve qu'il faut que tu le revoies le 3. Ouais, je pense qu'il faut que je le revoie effectivement. Les trois premiers sont quand même. Les trois premiers assez forment une unité en fait assez forte. Et ensuite, il va s'engueuler avec Jet Li, c'est-à-dire qu'il s'engueulait avec tout le monde, hein, Jet Li. Donc pendant un petit moment, maintenant ils se sont réconciliés aussi. Tu sais que tout le monde dit que sur ces tournages, il n'y a jamais de moment fun. Ouais. C'est que c'est pas un dictateur, tu travailles. C'est un mec qui a un objectif, voilà. Il va au bout. Quoi. Exactement. Et donc, après il y aura d'autres idées de fois en Chine, mais pas avec Jet Li. Et puis après, Jet Li va se réconcilier, ils vont refaire des tueurs en Chine avec Jet Li. Donc voilà, la saga, il y en a 5 ou 6, je sais plus. Il y en a 6. 6, voilà. Bon, plus un que Jet Li a fait, mais pas dans cette saga. Bong Jin. On ne parlera pas. Le Claw of Steel. Et donc voilà. Et donc on va peut-être partir plus vite parce que là on prend du temps et on a encore les gros morceaux, donc ça m'inquiète. C'est à moi. C'est à toi, vas-y. Ouais, alors moi je voulais parler d'un film qu'il a fait à cette époque-là qui s'appelait Twin Dragons, qui était une coréale avec Ringo Lam. En fait, c'était pas. C'est le film le plus important de la carrière. Non, c'est un film pas du tout majeur. En fait, c'est un film qu'il avait co-réalisé avec Ringo Lam parce que. C'était une histoire de guilde de réalisateurs, la guilde des réalisateurs de Hong Kong 2 devait faire un film, ils devaient tous s'unir pour faire un film. C'est pour ça qu'il y a plein d'autres réalisateurs et acteurs qui font des caméos. D'ailleurs, il fait un caméo dans ce film. Si, il joue un joueur de poker. Oui. Et c'est lui qui regarde derrière le truc. Oui. Et d'ailleurs, j'avais oublié de dire, dans La Légende de Zhou, à la fin, sa maman se bat contre un guerrier qui fait comme ça, il a une sale gueule, c'est Sawyer. Oui, mais même dans plein d'autres films, il fait des caméos. Dans Syndicate du crime, il fait un caméo. Oui. Dans l'affaire des armes et tout ça. Et en fait, dans ce film-là, c'est plus un film de Jackie Chan, en fait, puisque en fait, dans ce film-là, on raconte l'histoire de deux frères jumeaux qui ont été séparés à la naissance. Il y en a un qui devient c'est un double impact. Voilà, c'est un double impact. Il y en a un qui devient une star de la musique classique, qui devient un pianiste renommé, bonne famille, tout ça. Et l'autre, ça devient un loupard de Hong Kong et tout ça. Et le film raconte l'histoire de leur rencontre plus de 30 ans après. Alors, il y en a un qui est embrigadé dans des histoires avec les triades et tout le bordel, et l'autre, il a un concert super urgent à faire, genre le concert décisif de sa carrière. Et bon, bien sûr, il y a tous les quiproquos, c'est limite du Blake Edwards en fait. Mais comme c'est Jackie Chan, il arrive à te rendre ça très physique, et il peut te rendre un quiproquo dans une scène entière. Il y a une scène où ils sont dans une baignoire, un jacuzzi, et oui, la fille, elle est là, et elle pense qu'elle est avec un seul mec. Et en fait, les deux sont là, et quand elle se retourne, elle voit, et lui fait croire que c'est le miroir. Qui est censé être la copine du pianiste, et ils jouent les deux en même temps. Ils jouent les deux en même temps, et ils sont tous les deux dans le bain parce qu'ils ont pas fait sans le vouloir, quoi. Et du coup, l'autre joue elle se tourne, elle dit mais il y a toi aussi. Elle dit mais non, c'est mon miroir, regarde. Et du coup, ils jouent tous les. Enfin, c'est très. C'est des scènes qui sont complètement absurdes, mais qui seraient peut-être des leçons de mise en scène parce que. Voilà. Enfin, c'est ça. C'est dingue. C'est pour ça. Bon, moi, je sais pas très bien qui a réalisé quoi. Je pense que Tsui Hark a plus réalisé les scènes de comédie et que Ringo Lam a réalisé les scènes d'action, je pense, à mon avis, même si. Les scènes d'action, c'est pas trop du Ringo Lam, on a l'impression. Ringo Lam qui est. C'est du Jackie Chan. Ouais, c'est du Jackie Chan. Je pense que Jackie Chan qui a réalisé les scènes. A dû faire ses scènes. Vas-y, c'est bon. Tout ça pour dire que j'ai voulu parler de ce film parce que c'est un excellent film d'action, mais démentiel, et c'est une super comédie. Oui, c'est drôle. Et les films qui arrivent à réunir les deux, c'est assez rare, sauf quand on s'appelle Jackie Chan, bien sûr. Mais moi, c'est un film qui m'avait marqué à l'époque, parce que j'avais été. Je le vois, à chaque fois que je le vois, je me pisse dessus, tellement c'est drôle. Et les scènes d'action me mettent sur le cul. Il y a une scène vers la fin dans un garage Mitsubishi, où les mecs se battent dans les salles de test des voitures, les salles de crash test et tout ça, où ils testent la chaleur, ils testent l'eau et tout ça sur les bagnoles, et c'est juste que des séquences énormes où Jackie Chan saute dans les portières des voitures, dans les têtes des voitures, non, mais c'est tous des trucs de fou, et c'est génial, ce film est génial. En plus il est sorti en Blu-ray, là, le Blu-ray est vraiment, vraiment pas mal. Non, moi j'adore ce film. Bon, c'est une coréale de Tsui Hark avec Ringo Lam, mais bon, ils ont pris les deux meilleurs réals parce que John Woo était déjà barré aux États-Unis. Et puis John Woo faire de l'art martial comme ça.
Bah s'il avait commencé par ça. Oui, non, mais il a aurait fait pu des le films faire, de chevalier. mais, C'est pas des films. Il serait pas revenu. Je pense que ça l'aurait gonflé de parodier son genre, de parodier le film de gangster. De gangster. Voilà. Alors, après, est-ce que. Alors, je sais plus si c'est encore à moi. C'est encore à toi, Ouais. ouais, c'est ça, c'est Green Toi, Snake. tu as les 3 derniers. Il a fait aussi, comme vous le savez, il a fait pas mal de remakes. Et il a fait un film qui s'appelait Green Snake en 1993, qui est une relecture d'un conte chinois très connu, qui est le conte du serpent blanc. En fait, rapidement, c'est l'histoire d'un jeune lettré qui tombe amoureuse d'une jeune femme, mais qui est en fait un serpent blanc, un serpent mythologique, mais qui a envie de se rapprocher des humains. Ça arrive à tout le monde. Voilà, ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé en boîte une fois. Ouais, voilà, c'était- un C'est serpent. un peu dégueulasse quand t'as mué, par contre. Hein. Hein, de quoi Quand t'as mué, c'était Ah oui. dégueulasse. Non, je parlais de tu rencontrais une fille qui était un serpent. Donc, donc, et ils sont traqués par un Oui. moine, c'est un moine taoïste, il me Oui. semble, qui pense que l'amour entre un homme et une femme Un serpent, serpent, c'est c'est pas contre bien. nature, donc il va les traquer. Et dans ce film, il y a un autre personnage qui est le serpent vert, qui est joué par Maggie Cheung, qui est en fait la sœur du serpent blanc. Et elle, quant à elle, elle pense que non, il faut pas se cacher des humains, il faut montrer qu'on est des serpents. Donc en fait, c'est la petite sœur, un petit La peu, petite jeune, là. voilà, un qui- petit peu impétueuse, ce qui est très drôle parce qu'en fait, Maggie Cheung, c'était l'aînée du duo, parce que l'autre actrice Joey Wong était plus jeune que. Ah, mais ça correspondait bien au personnage de Ça enfin, à correspondait Maggie bien Cheung. au personnage. Et puis Joey Wong était une star déjà plus établie que Maggie Cheung. Ce film, c'est un summum. C'est vraiment l'un de mes préférés. C'est peut-être mon préféré de Joey Hart parce que c'est à la fois un film d'arts martiaux mais absolument démentiel. Vraiment, c'est prodigieux, les chorégraphies. Il y a même des séquences de danse aussi dans ce film, sont géniales. Et c'est un film érotique de première qualité. Quand je dis érotique, c'est-à-dire que c'est vraiment un film ultra sensuel. Il n'y a pas de scène de sexe, hein, je vous rassure. Mais c'est un film vraiment sur un Je mec. crois pas que tu les as pas rassurés là. Non, tu non, les as mais déçus, non, les mais gens. non, mais il n'y a pas de scène de sexe, même si Maggie Cheung joue tout le temps la carte de la sensualité. Un peu, hein. Pendant tout le film, à la mesure où son personnage Toute sa extrêmement- carrière. voilà, son personnage est extrêmement charnel, justement. Tu parlais de la scène de viol tout à l'heure, mais là c'est vraiment tout dans le côté, comment je peux dire, Côté serpent. côté vaporeux, tu vois, j'ai envie Oui. de dire. Non, oui. Tous les films en gros plan en sueur. Et c'est un film qui baigne dans une marmite de Voilà, vapeur. c'est hein. très éthéré comme film. très- Voilà. Et puis, s'il y a un truc que tu te Un rappelles manque, dans la workshop film, c'est les drapés. Voilà. En fait, les drapés qui volent, etc. Et tout ça, à chaque fois, leurs belles robes extrêmement longues au ralenti. Et les filtres de couleurs. Exactement, et qui caressent leur peau au ralenti. Enfin, voilà, c'est ça. Là, vous avez des filtres de couleurs, vous savez, comme les filtres à Tony Scott dans Top Ouais, Gun. c'est ça, Là, exactement. vous avez des filtres orange, des filtres verts, des Vert. filtres bleus, violets et tout. Ça arrête pas, effectivement, il y a un jeu de drapés pendant tout le film. C'est limite, ce film, c'est un balai de drapés Ouais, c'est ça. constant. Je veux dire, même vous avez à la fin des grosses scènes de combat, vous voyez plus les drapés qui s'envolent que les mecs en train de se battre. À la fin, il n'y a plus que des draps. À la fin, C'est des draps qui se battent. À la fin, c'est la femme étant son Oui, linge et tout ça. Mais ce film est. J'ai l'impression d'être dans une machine à laver. C'est une machine. Tout a été fait dans un tambour. Ce petit temple maison des deux femmes Oui, voilà. est vraiment très beau, avec Avec les des nénuphars, nénuphars, tout ça. c'est qu'on retrouve magnifique. dans Detective D2. Oui, Oui, un peu, ouais. Voilà. c'est vrai. Mais oui, en plus, il y a ce jeu constant du rapport entre le réel et l'illusion, parce que le mec dans le film, le lettré, il est complètement perturbé par sa rencontre avec cette jeune fille, et si jamais s'il est dans un rêve, s'il est dans la réalité, tout ça. Et ce film Green Snake, c'est vraiment une grosse tuerie, quoi. Mais vraiment, pour moi, c'est vraiment l'un des bijoux de... Alors que c'est un remake, quoi. Alors justement, on va continuer. J'enchaîne parce que beaucoup d'autres C'est le trucs. temps qui court. Ouais, c'est ça, c'est le temps qui court. Tu m'as perdu The sur Blade. Blade. Oui, non, pas The Blade. On va Ah, parler pas on va parler Oui, de Two Lovers. The Lovers. The Lovers, pas Two Lovers. Two Lovers, c'est James Gray. Ouais. C'est pas pareil. Donc vas-y, Lovers. Parle de The Lovers. Alors, The Lovers, c'est mon Green Snake, The Lovers. C'est juste une histoire d'amour, avec des drapés toujours. Mais en fait, c'est... Il y a du travestissement quand même. Enfin. Oui, voilà, c'est une fille, encore, on suit une fille, donc, qui doit apprendre, qui doit aller à l'école, sauf que l'école n'est Pour que les pour les garçons, d'accord ? Bien sûr, c'est un film d'époque. Et donc, elle va à cette école-là, et puis elle va devoir apprendre les rites et les coutumes de cette école-là, du coup, c'est pas sans mal. Et puis, elle va rencontrer un garçon qui est en marge aussi des autres garçons. Et voilà, il va y avoir une histoire d'amour. Je vous en dis pas plus, voilà, ça, je pense que je n'ai pas besoin de dire autre chose. Non, bah elle se fait passer pour un garçon. Ouais, donc elle doit apprendre l'art, elle doit apprendre bien sûr être lettrée, etc. Quoi, ok ? Parce que les femmes n'ont pas l'habitude d'être. Remake, ça aussi. Remake d'une Ah oui histoire connue, l'histoire des amants papillons qui avait D'accord. déjà été adaptée plusieurs fois.
notamment la Shaw Brothers, ils avaient fait une adaptation musicale. Ouais, de toute façon, oui, Voilà, c'est un conte, c'est un peu le Roméo et Juliette local. Oui, tu ça a vois. été fait plein. Enfin, même l'idée a été, mais même je crois que ça a été. Ils l'ont même refait après. Refait ailleurs. Oui, Et puis oui, voilà. Donc là, on a une actrice qui est mais d'une fraîcheur, c'est Shirley Young, On a vu en vrai. et qu'on a vu en vrai à Cannes. On l'a croisé. Non. Et donc Nicky Wu, l'acteur. Pour vous dire, le film, il a fait sensation, il a grave cartonné à l'époque. C'est un film qui est très très beau, qui a des enjeux dramatiques. Vous n'avez pas l'impression de voir une histoire d'amour d'un téléfilm. Là. Il y a une mise en scène qui est folle, des décors toujours, et des décors qui sont parfois naturels là, et sont magnifiques là. Décors de forêt. Ouais, des décors de forêt sublimes. Et en fait, ce couple, il a tellement plu aux gens que l'année d'après, il a fait un autre film avec eux deux. Et qui était vraiment sympa aussi. Dans la nuit des temps. Oui, exactement. T'as dit quoi? Dans la nuit des temps. Oui, c'est ça. Dans la nuit des temps. Et c'était un film super sympa qui était fantastique sur le coup. Mais et finalement, The Lovers, c'est un film qui effleure aussi le fantastique. C'est là qu'on voit les légendes chinoises qui reprennent le pas. Et vraiment, il est édité en France, en DVD. Vous pouvez le choper, ce film. Vous en faites pas, vous croquerez que du haut de gamme de l'histoire d'amour, c'est magnifique. Ce film est... De l'humour, il y a un peu d'action, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut, toujours les petits quiproquos, bien sûr, les personnages hauts en couleur. Franchement, The Lover, c'est un petit bijou c'est mon film d'amour préféré, il me semble, hein, vraiment. Voilà. Mais je crois qu'il y avait des trucs qui étaient marquants en termes de réal. C'était par exemple, il pouvait te refaire, il te changeait la lumière du décor en plein milieu de scène. D'un panneau. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, du coup, tu avais une ambiance qui pouvait totalement se transformer d'un coup. Mais vraiment, vous passiez d'un filtre bleu à un filtre rouge, entre guillemets. Bah, là, quoi. c'est carrément les assez sources de marquant, lumière ouais. qui changent dans la salle de classe, par exemple. oui. Tu y es plusieurs fois. T'as Et puis ça plusieurs change lumières selon qui viennent. l'émotion et selon ce qui se passe. Ça, c'est C'est-à-dire que le film devient de plus en plus sombre de toute façon. Et du coup, la lumière devient de plus en plus étrange et abstraite. C'est l'héritage du cinéma japonais, ça, où tu changes de source Oui. lumineuse Oui, en en fonction plein de milieu l'humeur. d'une scène. Ça, c'est vraiment... Ouais, mais dans un truc chinois aussi, tu vois, aussi coloré et tout, ça. Donc étonnamment, c'est un trucs, hein. film Ça, d'amour, mais c'est un film majeur de Tsuark, Ouais. notamment en termes de Échelle. de box-office. Ok, donc là on va partir, là on arrive vers le milieu des années 90 seulement, parce qu'il a vraiment eu une période très très lourde en termes de production et de réalisation. Donc The Blade, 1995. Donc là c'est un peu, encore une fois c'est aussi un gros morceau, c'est un des films les plus connus de Tsui Hark. Ce qui est intéressant, donc The Blade c'est plus ou moins une sorte de remake du sabreur, enfin de Un seul bras les tue à tous. Le savoir manchot. Voilà, donc C'est Voilà, l'idée de la départ. la légende du sabreur manchot, donc c'est-à-dire le sabreur manchot, c'est un guerrier de Wu Sapian, donc un chevalier chinois en gros qui se bat au sabre, un sabreur chinois mais qui n'a qu'un bras. Et le mauvais bras. Voilà, et donc du coup, il y a eu plein de films qui ont été faits sur lui, notamment Un seul bras les tue à tous ou La rage du tigre, qui est un des plus connus, qui est sorti sur HK, très très bon. Il y a une trilogie Mais- chinoise. Oui, c'est une trilogie qui est. Mais c'est pas un personnage littéraire là pour le coup, c'est un personnage purement cinématographique. D'accord, ok. C'est un personnage qui était inventé pour concurrencer Zatoichi en fait. Oui, c'est ça. Et c'est Et vraiment t'as la la- création. Ou Tanzazen, qui lui est. Oui, Sazen Tanguay. et borgne et manchot. Mais ça, c'est Manchot, Tanguay était voilà. une adaptation de De- Un seul bras les tue à tous, non? Non. C'était avant? Non, c'était avant. ouais. Il y a des Non. films muets de. C'était avant, ça, Ouais. Tanguay? Ah oui, mais c'est un personnage encore plus Bon, ancien. vous savez, D'accord. chez les Asiatiques, il y a une grande tradition du héros handicapé qui surpasse son handicap. Non, mais le Gaucha, c'était avant. Oui, mais de toute façon, Nathan Sazen, j'en ai vu en muet, moi. Ouais, mais ouais, donc ouais. je peux te dire. C'était qu'on avait parlé. Ouais, non, c'est vrai, je suis bête. Autant pour moi. Donc voilà, comme je disais, il y a. Je m'en vais. Bon, alors, juste pour parler de Je The Blade, ferai. parce que on pourrait en faire un podcast entier aussi. Non, on parle du dessus. festin chinois. Non, Non, on parle de The Blade. C'est un film S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, The Blade, ça reste l'un des films importants. Pourquoi? Alors, donc, j'ai juste quand même rajouté l'histoire. Donc, c'est l'histoire du sabre manchot, mais dans une nouvelle version. Là, on va suivre deux forgerons, enfin deux apprentis forgerons, une sorte d'école de forgerons, qui sont qui ont tous les deux une sorte d'histoire d'amour avec, peut-être histoire d'amour, et un triangle avec la fille du chef du forgeron, du chef forgeron, dont ils sont apprentis.
La fille du forgeron. Donc l'histoire est plus ou moins racontée par elle, même si ça part dans plusieurs versions. Et en gros, on va suivre ces trois personnages-là qui vont devoir faire face à des bandits, qui vont devoir faire face à un moment, il y a un moine qui va se faire tuer, etc. Et en gros, le personnage qui va devenir le sabre manchot, en fait, va vouloir se venger de son père. En fait, il va perdre un bras et il va donc, après avoir perdu son bras, trouver un livre d'arts martiaux et trouver une nouvelle technique pour se battre. Il y a une scène très connue. Voilà, une scène très connue où il se lie à une corde, il s'attache à une corde sur un arbre pour pouvoir trouver l'équilibre et se battre. En plus, il se bat avec une épée coupée, qui est l'épée que son père qui a été brisée par le mec qui a tué son père et qui veut venger. Donc pareil, ça part un peu dans tous les sens. Ce qui est important avec son film, c'est que c'est un film solaire qu'il a dit, bon, j'ai révolutionné le Wu Sapien plein de fois, je vais encore le révolutionner d'une autre manière. Et j'aime le chaos. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire, je sais pas comment on peut essayer. On va essayer de faire un film presque du cinéma vérité, presque du. Donc, c'est-à-dire, on va. La BD vérité. Ouais. Il appelle ça comme ça. En fait, ils vont partir. Le scénario du film a été changé au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début, ils ont travaillé avec les acteurs. En leur laissant improviser, etc. Ils voulaient tester l'improvisation dans le Wu Sapien, le truc, bon, ok. Ils voulaient tester, ils ont pris le cadreur, ils lui ont dit, bon, bah, le cadreur, tu sais, on va pas te dire les directions des personnages. Tu t'adaptes. Voilà, tu t'adaptes. Donc le cadreur, ce qu'on peut voir maintenant dans 24 heures chrono, bien sûr. Chez Paul Greengrass, etc. Tout ce truc. Mais là, il faut se rendre compte que c'était fait bien avant. Mais c'est ça, voilà. Le mec zoome dans le plan. Voilà. Et puis dans un film féodal, un film d'époque, un En fait, film il de suit sabre. pas forcément Mais les même pas acteurs. féodal, parce que t'as l'impression que c'est plus en un plus, film préhistorique, quoi. Oui. T'as même pas d'école d'arts martiaux, c'est des écoles où on forge Ouais, les et- armes. Il n'y a pas même effectivement. de code temporel. Non, c'est- c'est vraiment une c'est- histoire Effectivement, et en plus, il y a ce. fantasmée. En Il y fait. a ce visuel-là qui est aussi très étonnant, très solaire, un peu granuleux, alors très très charnel. Alors là, c'est le film le plus charnel de Twilight. C'est-à-dire que là, on suit surtout cette fille qui est amoureuse de ces deux mecs, mais qui vont devoir faire face à la violence des choses, quoi. Et c'est ultra sanglant, mais c'est très cruel. C'est vrai que c'est presque tribal. Il y a des bandits, ils sont tatoués partout, etc. Il y a un érotisme énorme. Ça pourrait très bien être un film primitif qu'un film Oui, post-apocalyptique. tu vois. post-apocalyptique, exactement. Tu vois, tu pourrais même pas le situer, en fait. Et donc ça a été un bordel au niveau du tournage, au niveau de la création. Ils ont essayé de tout faire. Et les scènes de combat, du coup, sont totalement étranges, etc. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, putain, caméra à l'épaule, ça me saoule, etc. Mais à l'époque, c'était comment faire tout péter et essayer de retrouver quelque chose. Et donc l'idée, c'est ça. Encore une fois, on met le chaos et puis on essaye de exploser. Et là, on arrive en plus vers la période où Hong Kong va vraiment devenir chinoise bientôt, et ça témoigne de ça, ça témoigne de la violence qu'il peut avoir à ce moment-là, etc. C'est un film très 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 impressionnant, quoi. Et la scène finale, par exemple, de combat est assez magistrale. Il y a plein de choses à dire sur ce film, mais c'est un film très très fort, quoi. Alors j'ai vu le documentaire qui était dans le hier, voilà, donc c'est encore frais ce qu'il dit dans ma tête, et il parlait vraiment de Kurosawa. Il disait qu'on a vu les films une fois, les films chinois, tout ça, et encore pas tous, c'était pas trop, on voulait pas trop s'inspirer de ce qui a été fait avant. C'était du consommable en plus. Ouais. Et du coup il revenait toujours sur Kurosawa, notamment les 7 samouraïs avec cette séquence finale dans l'eau, etc. quoi. Et c'était vraiment peut-être son unique gros délire de cinéaste cinéphile, mais sinon le reste c'était vraiment de l'invention, quoi, de la création oui, brute. ça a été créé au fur et à mesure, quoi. Un film brut sur un sujet brut. C'est quasiment un film expérimental, ce film, pour moi. Donc c'est assez... Et il arrive à en sortir quelque chose qui est incroyable. C'est-à-dire que de toute façon, ce personnage avec son sabre coupé, c'est devenu une icône pour moi. Donc c'est assez marquant. Et évidemment, c'est un film qui s'est planté. Totalement, ça a été un des gros échecs. Oui, mais c'est logique. Ils l'ont sorti à Noël. Alors, et puis bon. Et c'est à la veille de la rétrocession. Tu as besoin de rassurer les gens. Ils n'ont pas besoin de chaos, les gens. Oui, mais ça, lui, il a toujours voulu du chaos. Oui, bien sûr. Mais et pour lui, c'est un film extrêmement égoïste. Il faut être honnête. Le mec, il a voulu aller toujours plus loin. D'un moment, il est dans son délire. Non, mais c'est ça. En même temps, on c'est peut comprendre l'échec parce que c'est un film qui va au bout des choses et qui a été fait à contre-courant de tout. Et donc, du coup, la seule possibilité pour un film comme ça, c'est de devenir culte des années plus tard, en fait. C'est ça. On peut pas vraiment faire autrement, quoi. Et bon, en plus c'est un film qui est tragique parce que alors, la fin est très bizarre. Encore une fois, la fin est très triste aussi, mais c'est pas un tragique, c'est juste amer, en fait. Oui, c'est juste amer. Tu fais ok, d'accord, ok, ça se termine, tu fais ok, bon, très bien.
Bon, bah merci. Et ça fait un peu. T'es un peu. Voilà. Mais c'est. Bon, voilà, je sais pas. C'est pas un feel good movie, hein, de toute façon. Ça se comprend, l'échec, c'est pas un film pour tout le monde. Bah c'est- non, mais c'est le genre de film qui est oui, fait bien pour sûr. durer dans le temps, mais pas C'est pour ça, gagner c'est de ça. l'argent. Je sais pas, parce c'est- qu'en même temps, imagine si ce film avait marché, quoi. T'imagines, il Ah aurait oui. changé le paysage du De cinéma. toute manière, à hongkongais partir de mort. ce film-là, C'était- Swark, je pense, ça a dû le plomber quand même. Oui, parce Apparemment, il est pas du genre à être expressif sur le Oui. succès ou pas de ses films. Et du coup, à partir de ce film-là, Swark, ça a été la descente. Hein. Oui, ça a été. C'est vrai que c'est à ce moment-là que ça a été le déclin. C'est-à-dire, même s'il a refait des très grands films après, c'était moins ça. Et par exemple, bon, un de ses films d'après, c'est Seven Sword, qui a été Presque un des 10 ans plus retours. tard, quoi. Oui, mais je pense que c'est un des retours gâchés de. Oui. Moi, j'aime pas du tout. Bah alors, attends, il revient dans Seven Sword, il revient avec une histoire très populaire. Seven Sword, il y avait des dizaines il y a des bouquins, etc. À la base, il devait avoir, je sais plus, ils avaient prévu de faire 4 films, Ouais, c'est- donc faire une nouvelle saga. Ils avaient prévu 2 séries télé et je crois des BD, etc. Et même des dessins animés. Au final, il y a juste une BD qui est sortie et juste le film qui a été coupé à la hache pour pouvoir aller, parce qu'à la base, le film devait faire 4 heures, un truc comme ça. Là, ça se voit. Tu vois le film, tu te dis. Des fois, il y a tu- des plans qui sont démentiels, Ouais. qui durent une seconde ou Des deux. plans, mais- c'est vrai que le plan il a coûté 2 millions et il dure 2 secondes. Et tu fais, mais ok, Merde. donc voilà. Et je parle de ce film parce que c'est un film où il change, il essaie encore de faire autre chose, qu'il a été chercher des mecs de cirque pour faire les combats, etc. Lucia Liang. Ouais, oui. Et c'est un film qui se veut fantastique, mais où on garde ce côté un peu médiéval, un peu, tu vois, il y a cet aspect un peu solaire, pareil, tourné en décor naturel, un peu. Et on sent que, on se dit, putain, il a encore là The Blade quand tu Ouais. vois, quand tu vois Seven Sword. Le début, surtout, je me suis dit, ok, donc il y a des trucs, il a envie de le garder. Et même dans le dernier, la Dragon Gate, je trouve qu'il y avait 2-3 personnages où je me disais, putain, là. Ça, c'est des personnages de Tsai Arc période The Blade, quoi. Ça qu'on sent que ça le travaille, cette esthétique-là, en tout Il cas. y a des obsessions Voilà. dont il se débarrassera Et jamais. le problème avec Seven Sword, tu vois, c'est si j'ai vraiment un gros problème avec ce film, à part qu'il soit coupé, parce que j'aime bien ce film. Moi, Ouais, j'aime bien en fait, ce quand je film. l'avais vu, en plus au cinéma, parce qu'il était sorti Oui, au c'était cinéma, un aussi. j'étais content de voir un Swark au cinéma. Donc peut-être que je m'étais mis des œillères parce que je voyais un Swark au cinéma, j'étais content. Il y a juste un petit reproche, c'est les scènes de combat qui avaient l'air démentielles, que parfois je comprenais pas, Ouais. qui étaient un peu bordéliques, des fois dans l'obscurité, etc. Voilà, c'est vraiment. En Je me même suis dit, temps, mince, on a perdu en genre. The Blade, c'est quand même du combat bordélique aussi. Oui, mais c'est dans le concept. C'est- Que c'est là, un c'est un truc projet. complètement esthétisant, Mm. mais tu arrives pas à voir, c'est frustrant. Mais tu voulais parler d'un film de. Oui, Telltale. oui, non, mais je revenais à ça parce que Ouais. j'essaye de lier les films qu'on peut. Parce que par exemple, Ouais, Seven t'as Sword, c'est un des rares films qui est sorti en salle récemment, donc peut-être des toute gens manière, plus jeunes qui ont pu le voir. Après The Blade, comme tous les cinéastes, il va se barrer à Hong Kong pour fuir la Aux États-Unis, rétrocession. aux Aux États-Unis, États-Unis pour faire la rétrocession, sauf qu'il va se planter. Oui, parce qu'il va faire. Alors, c'est-à-dire que c'est un génie à Hong Kong, mais c'est rien du tout aux J'ai vu ça, États-Unis. ouais. Donc, il va faire des films avec Jean-Claude Van Damme, notamment. Alors là, vous avez sûrement entendu parler de Double Team, notamment avec Piège à Hong Kong. aussi. Jean-Claude Van Damme et Rodman. Dennis Rodman et Mickey Rourke. Ah oui, c'est vrai. Et Philippe des Twin. Philippe de Nicolique des To Be Free. Non. Exactement. Si, ouais, dans une Ah, il avait tout pour devenir Donc un voilà, merdique, ce mais film. des films d'action presque série B, quoi. Donc voilà, c'est un peu Avec le. des canettes de coca qui explosent. Là, et donc justement, donc, là, on part donc cette période un peu chaotique, hein, où vraiment il développe cette idée du chaos, de bordel, etc. Il l'a aussi fait d'une certaine manière avec un film, pas un film du coup d'époque, mais un polar. Et donc ça c'est Time and Tide, qui est aussi un des films assez connus parce qu'il est sorti, c'est début 2000. Time and Grosse, Tide. grosse promo à Ouais. l'époque. Ouais. Hmm. Sorti, je crois, en 2001 chez nous. T'es même passé sur Canal+, Tsai Arc, pour faire la promo du film. Je me Ouais. souviens, t'es passé sur nulle part ailleurs. Ouais, ah, il est venu carrément sur un plateau. Je me Ah, ça, c'est souviens. impressionnant. Ouais, il était venu. Mais ce qui est impressionnant avec ce film, c'est que pour une fois, il suit une tendance. C'est vrai. C'est que Johnny To, qui en a profité en 95, avait fait The Mission, il est produit The Longest Night. Voilà, les polars sont lancés. Hein, après, plus tard, il va y avoir Infernal Affair et compagnie. Et du coup, lui, il surfe sur la tendance des polars un peu bleutés, très Ouais. monochrome. Sauf que c'est quand même, alors bon, pour revenir, donc Time and Tide, ceux qui l'ont pas vu, c'est effectivement c'est un polar, on suit plus ou moins pareil que The Blade, on suit deux personnages. Deux aussi, personnages, à chaque fois, pareil, c'est- à chaque fois marche c'est deux pareil. personnages. Duo. Et là, ils sont dans un, je pourrais même plus expliquer ce qui se passe, mais ils sont plus ou moins garde du corps
d'un mec et puis ça part totalement en sucette. Oui, il y a un commando. Mais il faut savoir que espagnol, le enfin, film, je sais pas ce le qu'il film est. joue sur Qui l'idée parle que en espagnol. je me rappelle bien que voilà qu'une petite incidence quelque part crée un grand problème ailleurs quoi. C'est-à-dire qu'à un moment il y a une scène qui se passe au Brésil, je crois. Il y a, C'est l'effet papillon. voilà, c'est ça, c'est l'idée de l'effet papillon quoi. C'est-à-dire que le chaos ambiant, les petites choses. Et d'ailleurs le film commence avec une voix off, je crois, qui dit au départ était le chaos, etc. Enfin, un truc comme ça, quoi. Il y a déjà une voix off qui te dit c'est le bordel. Déjà, comme ça, tu vas, bon, comme ça, c'est C'est bien. un film, c'est le bordel et c'est. Et au départ, tu vois le voix off, au début, elle dit voilà, c'est le chaos, c'est le bordel. Et d'ailleurs, le film commence, donc il est dans un bar, il se bon la gueule avec une meuf qui est lesbienne, mais finalement, il couche avec elle et il lui fait un enfant. Et toute l'idée, d'ailleurs, dans tout ce bordel-là, qu'est-ce que ça veut dire en gros voilà, d'avoir une progéniture, c'est un peu ça en fait, même si c'est dans un délire totalement foutraque et... Faudrait que je le revoie Voilà. parce que j'ai très peu de souvenirs de ce film en fait. Je me souviens d'une scène d'action dans une salle de bain que j'ai rêvé, dans une baignoire en tout cas. c'est possible, C'est possible, mais il y a eu beaucoup. Je me souviens d'une poursuite d'un flanc d'immeuble ou un truc comme ça. Ça y avait, il y a Ouais, je une vois scène, vraiment toute que une je scène le dans un immeuble, etc. J'ai un peu zappé en fait. Il y a toute la scène d'action avec la femme enceinte en Ouais. question qu'il fallait protéger et tout. Ouais, il y a la scène de fin aussi. Il y a non, mais de toute façon, le film est. Et cette scène de fin où il se bat avec le leader du commando sur la passerelle, qui est magnifique, qui est filmé de tous les angles. Enfin, tu dis, mais il a nos limites dans sa mise en scène, c'était génial. C'est Sony qui a distribué ça en plus à l'international. Ouais, non, mais c'est un des films le plus vus de Sony Arc. Mais c'est un film qui est intéressant à voir peut-être après avoir vu The Blade, peut-être après avoir vu d'autres films totalement foutraques du rap, Je pense pour qu'il est comprendre un peu l'essence accessible, du. ce Ah film. Ouais, il est accessible. Et- Si, c'est ce un- film, c'est tu un- comprends, il y a une histoire. Sur le moment, et après on dit vas-y, raconte-moi l'histoire. Non, mais ça, Et moi, après, ça tu fait, fais- ça fait une paille que je l'ai Non, pas mais vu. même, enfin, non, c'est pas vrai, en plus on l'avait vu il y a l'année dernière. Ouais, mais l'année dernière, dans Parce une que nuit on un l'a vu peu l'année dernière, tarée. donc on l'a vu l'année dernière, donc c'est pas vrai, tu peux pas dire raconter Non, le l'histoire, film, parce il se qu'il tient y a un nickel, inconcevable. il y a pas tous ces quiproquos qu'il fait d'habitude, tous ces mélanges de personnages, etc. Non, mais il y a un foutraque qui fait que t'as du mal à. Il y a un frais parce qu'il y a plusieurs groupes de Voilà, personnages, c'est ça. mais dans Mais différentes scènes. comme beaucoup, et là, effectivement, les derniers films. Bon, alors Detective D, c'est franchement un de ses plus. Le premier Detective D, c'est. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de Sawyer faire Un un film calme. calme, structuré. Une enquête. C'est pas Carré. trop le bordel. Mm. De temps en temps, mais c'est très 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 calé quoi. Du coup, avec le 2. Du coup, avec le 2, il est parti comme ça. Le film entre les deux, Dragon Gate, là c'est. Indiana Jones. Ouais, c'est Sous Arcade. Indiana Jones mélangé à, je sais pas, à Reservoir Dogs. Enfin, c'est-à-dire que. Tu avais vu ce film On réunit tout Tu le es monde au avec même Jet Li là Ouais. Enfin, j'ai pas encore vu ça. Tu mélanges Indiana Jones, Dr. Way. Et tu mets tout ça dans une auberge en fait. Encore, c'est une auberge. Oui, c'est ça, c'est 55 personnes qui se retrouvent dans une auberge. Comment il s'appelle celui-là c'est le dernier, c'est Dragon Gate, la légende des sabres blancs. Ah bah c'est encore une adaptation de cette histoire. C'est toujours C'est l'histoire mon- de l'auberge du Ouais. dragon. Oui, Non, Non non, parce que là, c'est vraiment une aventure. Je me rappelle plus trop ce qu'on avait vu à Cannes à l'époque, un matin. non, c'est si, mais un peu, mais Non, donc, c'était pas après, un il y a- huis clos dans une auberge, etc. Si, il y a une grande partie, tout se déroule dans l'auberge. Après, ça part en couille et après, il découvre un sorte de château caché dans le sable. Parce Ouais, qu'après, il y a un mais voilà, mais ouragan, après, ça devient un gros truc d'aventure. Enfin, c'est Oui. pour ça. avec un ouragan et tout. Et Jet Li, c'est marrant parce que Jet Li a un second rôle dans le film. Il est là au début, il est là à la fin. Mhm. Il fait des combats, mais entre temps, on ne voit pas trop. D'accord. C'est comme ça. Par contre, il a exploité le système 3D à 3D fond. à mort. C'est qu'il Oui, y a des par contre, rondins de ça- bois qui te volent à la gueule. Et comme ça, quoi. Détective Dix. Ce qui est fou, c'est que Ouais, mais en plus dans celui-là, Detective 2, ça prend plus à l'outil cinématographique que là, c'était vraiment l'outil de 3D à fond. 3D spectaculaire en fait. en fait, à l'avènement de la 3D, si on avait bien un réalisateur où on se serait dit oh c'est chaud pour lui de faire de la 3D, c'est de Sony Arc quoi, parce que on sait le goût du mec pour le bordel, pour le délire, pour les tiens vas-y on teste, on expérimente, on fait un truc et tout. Et du coup lui, si on lui donne la 3D, ça va être intéressant à voir, mais ça va être le bordel. Et ce qui est assez plus marrant, dit- c'est que c'est plutôt L'outil numérique même. oui, le numérique aussi, mais ça c'est à digital, partir des années 2000. Donc, dès qu'il y a eu une révolution dans le cinéma, Tsark s'en a part et lui il s'est dit ah qu'est-ce qu'on fait si on tourne de l'autre côté. Tu vois c'est un peu il dit ah les CGI ça existe, ah c'est génial. Ouais, mais Donc si je On va mets faire que des Zou CGI, 2. on parle du mec qui a fait Zou, hein, donc à mon avis, le mec, c'est le premier à Donc, c'est tester ça. les nouveaux trucs. voilà. Ouais, c'est Donc vrai. là le mec il a dit à la 3D, ah la 3D c'est sympa, on va tester. Et c'est ça qui est intéressant avec lui, c'est un mec, c'est sûrement peut-être le réal qui a le plus souffert de l'arrivée de la Chine à Hong Kong. Ouais, quoi. je pense, ouais. Et parce que il était très critique envers ça, et le problème c'est qu'il a pas réussi à faire sa carrière aux États-Unis comme Genou, même si Genou au final est revenu Heureusement. en Chine et finalement maintenant on fait des films totalement chinois. Ce qui est intéressant avec Sony Arc, c'est que même quand tu vois les Detective D qui sont produits en grande partie par les Chinois,
et ben tu sens qu'il y a encore cette niaque, Ah ouais. cette envie de dire qu'il y a quand même le bordel. Mais le mec il s'agit parce qu'il est quand même pas tout jeune. Il a l'air jeune, mais il est pas tout jeune. Et tu sens que maintenant il dit ok, je vais dire des trucs, mais je vais On est dans le genre. voilà, mais je vais le dire sous forme d'allégorie. Je vais comme ça. Et c'est vrai. Et enfin, pour connaître un peu de Sawyer, qu'on a l'impression dans ses derniers films qu'il tape tout autant sur ce que c'est que maintenant d'être avec la Chine, etc. et ce que c'est. Et en même temps qu'il continue à critiquer, mais sauf que c'est plus subtil. Ça, tout le monde le voit pas, mais moi je perçois. Ah oui, ça ça se comme ça, perçoit, quoi. hein, le portrait qu'il a de l'impératrice. Voilà, le Voilà, portrait de c'est directement, l'impératrice. il tape, les mais il arcades tape du pouvoir, frontalement ouais, sur voilà. l'autorité Oui, il tape chinoise. frontalement, quoi. mais en se mettant Du point de vue d'un du point de vue personnage des qui détectives va qui dit oui, dans mais le c'est sens. voilà. Tu vois des nobles Et qui il dit oui, c'est boivent. quand même un héros chinois et il faut savoir que voilà Ouais, mais les commandants, production- ils sont tous infects. Non, mais quand tu vois des nobles qui boivent entier des seaux de pisse et tout ça, tu te dis Oui, bah bon, voilà, il y a une exactement. tendance à l'humiliation Oui, c'est qu'il ça, aime bien. Mais ce exactement. qui est génial, c'est comment il fait pour passer ça. Et là, tu dis, ok, le mec, il devient plus subtil, quoi. Enfin, peut-être, je sais pas, avec l'âge, peut-être que le mec, il comprend que là, et maintenant, c'est le seul moyen, ce que John Woo avait dit aussi. Hein. Bon, c'est un dernier film, il a dit, c'est pas parce qu'on est produit qu'on pense pas, quoi. Mais on va le dire d'une autre manière. Donc, c'est assez intéressant comment ces trois réalisateurs qui maintenant sont revenus, hein, John Woo, Johnny To, Tsui Hark, sont en... Juto est jamais parti. Bah, jamais parti. Il devait. Ringo Lam, faire il est un film. revenu aussi, non il est pas parti sur un film. Si, oui, son nouveau film va bientôt sortir là. Mais tu sais, bah, Johnny To a quand même produit le film avec Johnny Hallyday était coproduit par les Français. Vengeance. Ouais. Et à chaque fois, il a dit en fait, il cherche maintenant des coproductions parce qu'il peut plus travailler que avec Hong Kong. Il Tout avait quand même évolue, hein. l'idée de faire le remake du Cercle Rouge depuis très longtemps avec Studio Canal. oui, et avec des acteurs américains à la base. Mais pour l'instant, ça s'est pas encore fait. Donc bon, c'est ça qui est intéressant, c'est quand même de le voir revenir quand même. C'est quand même bien que maintenant. Ah, puis il vient avec des films. Oui, Young Detective TV en plus c'est sorti au qui ont la cinéma. donc patate. Hein. c'est l'occasion de le voir, quoi. Donc voilà, en tout cas, on espère que ça vous a donné envie d'aimer, enfin de voir des films de Tsui Hark. Hein. En tout cas, moi je pense que, je sais pas, j'irais que mon préféré c'est The Blade, mais c'est voilà, toi c'est Green Snake plutôt, je pense. Ah ouais, c'est un de mes préférés, Green Snake. Je dirais même plus que je suis très fier d'être un contemporain de Tsui Hark. On peut dire on a vécu Ouais, la même époque totalement. que lui. Et Oui, ça, c'est c'est vrai qu'on génial. on a connu sa grande Ça, période. c'est génial. C'est un peu notre Carpenter pour les fans des années 80. C'est vrai, C'est exactement. vrai, c'est Non, vrai. mais pour moi, perso, je vais pas t'en dire un. Je pense clairement que c'est le meilleur réalisateur Oui. tout court, en fait. Des années 90, bien sûr, ça c'est indéniable. Mais celui qui a eu le plus d'impact sur moi, je pense. Hein, C'est quelqu'un qui arrête pas de te surprendre, c'est ça Ouais, qui est C'est ça, génial. ouais. Et d'ailleurs, c'est pour les gens qui aiment Tarantino a dit à Cannes, il a dit, quand il l'avait présenté, parce qu'il était membre du jury quand il était président, il a dit c'est le meilleur réalisateur de tous les temps. Ouais. Ou le meilleur réalisateur du cinéma. Il l'avait Ah dit bon, comme ouais, ça. il a Il a- dit des années 90, ouais. Non, il a tout court, pas- je crois. il a- C'est le meilleur réalisateur du Et cinéma. en fait, Non, quand mais il l'a il- présenté, mais quand il est il dans présentait à Cannes, il a dit le meilleur réalisateur du monde. Il a dit, je crois, le meilleur réalisateur du monde, il dit Tsui Hark. Ouais. Et de toute façon, il avait dit qu'il avait classé Blade comme l'un des meilleurs films des 10 dernières années, quoi. Enfin, des. Mais- Voilà, trois c'est dernières bientôt années. 20 ans. 20 Ouais. ans. Vous connaissez Voilà. sûrement Junito, Tsui Hark, c'est encore plus indispensable. Et tellement- ce qui est Tellement beau, c'est- foisonnant. ce qui est beau, c'est Il y en a qu'il beaucoup qui sont sortis en France. En Il y a, plus. il y a un Donc, côté romanesque, charnel et expérimental dans la filmo de Tsui Hark qu'il n'y a peut-être pas chez les autres. C'est En tout vrai. cas, c'est ça qui est intéressant. En tout cas, sur la durée. Oui, c'est ça. Sur Et le c'est dur. ça, c'est ça qui est étonnant avec ce réel, qu'on sait qu'on va en Même son avoir. parcours est romanesque au Oui, final. hein. mais on C'est sait ça. en plus qu'on va en avoir toujours pour plus que ce qu'on prévoit de voir, quoi. Détective Pas plus- 2, on est vraiment à la pure Oui, exactement, preuve. voilà. Génial, c'est- magnifique. Donc tu disais qu'il tuait un chat dans l'enfer des armes, c'est ça? Oui, dans l'enfer Donc, des les armes, gens qui sont il- en audio, vous n'allez pas vous rendre compte, je mettrai un bruit de chat. Bon, je te filme mon chat parce qu'elle m'emmerde. Voilà, tu l'as. Tu le jettes. Je vais la jeter. Mais il y a une Par là, fenêtre il y a par la là. fenêtre là-bas, vas-y, jette-la. Je vais la jeter. Allez. Ciao. Allez. Tu fermes bien la fenêtre après. hein. Allez, Allez. salut tout le monde. Salut. Ciao.